sentir et ordonner ses émotions. Pourquoi? C'est pas juste une question, on va dire, de santé mentale ou bien de, tu sais, il faut faire de l'ordre en toi, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose en soi, mais c'est purement et simplement déjà parce que, en fait, on doit, dans nos vies, au fait, discerner le bien. Et donc, si tu fais pas un travail dans ta jungle intérieure, tu risques de confondre, on va dire, par exemple, des envies basiques ou bien tes peurs pour le vrai monde. Par exemple, je donne des exemples vite fait. Vous voyez ce que je veux dire un peu? C'est pour ça qu'en fait, on va commencer par parler des émotions. Et je fais encore juste une remarque avant. C'est que vous remarquez un truc qui est intéressant. C'est que Sarah, elle a commencé hier avec des trucs un peu anthropologiques, une sorte de relecture et tout ça, c'est très sympa. Puis moi, là, je vous parle de trucs très humains finalement. Et puis même, vous allez voir sur le thème de la liberté, à la fin, on va faire une petite incise théologique. Mais en soi, pour l'instant, on parle pas de Jésus. Et c'est simple, c'est qu'en fait, on va dire, notre vie, c'est pas juste, on va dire, une espèce de surnaturalisme où il faut avoir une piété, tout ça, mais en fait, ça part de la base, c'est-à-dire aussi qui nous sommes, simplement. Et je vous cite un saint que j'aime particulièrement qui s'appelle Saint François de Sales, un grand saint de Haute-Savoie, de chez nous, là. Et il dit un truc, mais vous allez voir, ça a l'air tellement débile, mais c'est si profond, c'est que Dieu est d'abord le Dieu du cœur humain. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un Dieu qui est loin de nous, tout ça, mais que ça commence en fait par notre vie concrète du plus profond. Bon, et donc tout ça pour dire que pour notre semaine sur le discernement, sur qui on est profondément, quoi, sur quel cours doit prendre notre vie, on a besoin de pas mal de connaissances de soi pour prendre notre route et non pas un biais qu'on a en nous. Vous voyez, c'est un biais B-I-A-I-S, c'est-à-dire un truc qui nous dévie en fait d'un vrai sentier qui est en nous. Et donc, bien sûr, j'imagine que vous avez tous fait déjà beaucoup des formations, vu des trucs sur les émotions. Il faut gérer ses émotions, c'est un gros slogan qui est d'ailleurs assez marrant en passant, mais c'est pour dire que c'est vrai que on est entre autres un être d'émotion. Et ça signifie que tout ce qui advient en nous ou hors de nous ne l'est jamais loin des émotions humaines. Et même à la rigueur, tu pourrais appréhender ta vie de façon super rationnelle. Vous savez, des fois il y a des gens, ils rationalisent tout, machin. Rien à faire, ce sera toujours dans une certaine émotion, même si tu la ressens pas, on va dire, comme objet, mais en fait, tu es dedans. C'est comme le poisson, il est dans l'aquarium, il sait pas ce que c'est l'eau parce qu'il est dedans. Mais c'est pareil, tout ce qu'on fait, tu aurais beau faire des trucs super rationnels, tout bien pensé, c'est toujours quand même dans une certaine émotion. Et en plus, l'émotion qui m'habite est pas forcément un bon esprit. Ça peut, mais ça peut aussi être quelque chose qui m'emprisonne. En tout cas, on va dire, je dirais pour forcer un peu le truc, c'est que ce serait une terrible hérésie de confondre son émotion, son ressenti avec l'esprit de Dieu. Puis bien sûr, je vous dis ça, peut-être ça vous fait sourire, mais moi, je vois des fois des trucs comme ça. C'est-à-dire, les gens, ils ressentent un truc très fort, mais c'est pas forcément Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire aujourd'hui un peu d'anthropologie. Vous voyez, ça veut dire le mot anthropologie? Oui. Ça veut dire, en gros, ce qu'est l'homme, ce qu'est la personne humaine. Bon. Et on va essayer de situer ce que sont les émotions dans le cosmos humain. Donc, c'est ce que je dis, c'est que, je le dis encore autrement, c'est que tu pourrais avoir un conflit entre deux instances en toi, savoir la conscience morale. La conscience morale, c'est en nous, c'est un grand cadeau de Dieu. C'est en nous une espèce de voix de Dieu, je mets entre guillemets, qui nous dit c'est bien, c'est mal, qui nous dit un peu un truc profond. Puis des fois par après on dit mais je sentais bien que tu vois, là ça c'est la conscience morale. Et cette conscience morale pourrait se trouver, on va dire, en conflit avec nos émotions. Et donc, en fait, si tu fais pas de l'ordre dans ta jungle intérieure, tu risquerais de confondre des désirs bruts ou bien des émotions persistantes aussi, ça c'est difficile, avec cette voix qui nous indique la vérité. Vous savez que notre siècle, c'est trop marrant, il y a plein de slogans un peu à deux balles pour nous dire d'écouter ce qui est en nous. C'est vrai qu'il y a plein de choses en nous, mais dans tout ce chaos, comment ça peut devenir un cosmos? On a vu hier avec Sarah, c'est très très Genèse 1, quoi. Le chaos qui devient un cosmos, voilà. Alors j'ai demandé bien sûr à ChatGPT pour rigoler un peu, est-ce que tu aurais quand même quelques slogans à deux balles pour dire qu'il faut écouter ce qu'il y a en toi? Donc, écoute ton cœur, suis tes émotions, parce que c'est génial, ChatGPT c'est de la sociologie, quoi. Suis tes émotions, ouais, mais lesquelles? Parce que moi j'ai envie par exemple de taper François, suis tes émotions, non mais je sais pas moi, tu vois, c'est une envie, tu vois, c'est une émotion, je sais pas. Fais ce que tu ressens, justement. Sois toi-même. Oui, mais quoi de moi? Vous voyez ce que je veux dire? Vis ta vérité.
Ouais, mais tu vois, je sais pas, des fois, t'as des trucs en toi qui sont pas, tu vois. Ouais. Bon, fais-toi confiance, n'écoute que toi, suis ton intuition. Mais c'est-à-dire quelle intuition, tu vois? Parce que moi, des fois, si je suis mon intuition, ouais, bon, va là où ton cœur te mène, pareil. Choisis ce qui te fait vibrer, si tu veux. Non, mais vraiment, ça va. Il faut nous, mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Il y a plein de trucs qui te font vibrer, tu sais, c'est pas si simple que ça, quoi. Si ça te fait du bien, fais-le. Bah non, bien sûr que non, parce que moi, l'héroïne, à la rigueur, ça me ferait du bien. Bon, tu es ton propre guide, crée ta propre réalité. Ne laisse. Et puis alors, un qui m'a fait marrer, c'est écoute l'enfant en toi. Quel enfant? Parce que tu sais, t'as l'enfant capricieux, t'as l'enfant puéril, mais t'as un vrai enfant. Bah, que dire? Oui, oui, c'est très vrai tous ces trucs, mais il y a des choses aussi en nous foncièrement mauvaises, franchement. Ou alors des choses qui nous font stagner. Et c'est peut-être même ça le plus grand ennemi, parce que c'est difficile de ne pas stagner. Bon, alors on va faire de l'ordre, c'est ce que j'essaye de faire, ok? Ça, c'est l'introduction de l'introduction de l'introduction. Non, mais je rigole un peu parce que j'ai toujours des introductions rallongées. Bon. Alors, l'étymologie, donc les émotions ou les passions, c'est deux termes qui sont à peu près, qui signifient à peu près la même chose. Émotion, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Les passions, c'est ce qu'on a plutôt dans la nomenclature, on va dire, de l'anthropologie médiévale. Les passions, on dit, c'est plutôt ce qui est subi, c'est-à-dire, on va dire en latin, le mot subir, souffrir, c'est justement le mot dont le supin a donné passion. Bon, passons. Et les émotions, c'est plutôt la notion d'être mis en mouvement, de passer, on va dire, d'une homéostasie à une situation où l'équilibre va devenir différent. Voilà, c'est un peu ça que ça suggère. Mais bon. Et puis, ce que j'aimerais dire, bien sûr, c'est que la question des émotions, parce que là, je vais parler des émotions, parce que sinon, passion, ça fait un peu bizarre, quoi. Eh ben, c'est une énorme question historique et civilisationnelle aujourd'hui. Parce que en fait, les émotions étaient pas tant écoutées. Disons qu'il y avait pas mal de formes d'expression communautaire des émotions, par exemple, vous savez, des grandes fêtes, des machins comme ça. Mais en fait, de façon spécifique aux émotions personnelles, on prêtait moins attention. Puis c'est vrai que c'est des choses qui ont évolué. Puis maintenant, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'avènement du sujet. On dit grosso modo que ça commence avec Emmanuel Kant, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, on est l'avènement du sujet, parce qu'avant, c'est un peu les fourmis qui font une communauté, mais la communauté est plus grande que le sujet. Aujourd'hui, le sujet est plus grand que la communauté. C'est l'avènement du sujet, pour dire en gros traits, quoi. Et aujourd'hui, moi, je dirais qu'on n'est pas dans l'avènement du sujet, mais dans l'exaspération du sujet. Ça veut dire, c'est moi, c'est devenu tellement fort que, en fait, du coup, non seulement on écoute les émotions personnelles, mais on les absolutise, on les divinise. Et donc, je dirais pour commencer que ça va pas trop vite ou bien. Si jamais je donnerais un résumé, qui, comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous dire, mince, faut que je crache pour suivre et tout ça, parce que il n'y a rien à faire, je souffre d'une cassétite galopante, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça veut dire que je parle trop vite en gros. Bon, mais tout ça pour dire que le grand perdant de notre époque, ce serait peut-être la raison, la rationalité. Parce qu'aujourd'hui, quand même, tout ce qui est l'argent, c'est tout basé sur l'émotion. Tu prends les pubs qui sont vraiment une charnière de la circulation économique, eh ben, c'est devenu un reflet exact de la sociologie. Les pubs doivent être de plus en plus rapides, de plus en plus immédiates. Alors ça, c'est le mot d'aujourd'hui, immédiate. Donc on ne peut plus vendre par voie d'arguments rationnels. C'est plutôt le véhicule émotionnel qui est utilisé. Même les films, les séries, c'est designé pour saisir les tripes. En gros, c'est ça, c'est pas pour faire un truc. Dernièrement, j'ai vu un vieux film, c'est Tokyo Story. Ça vous dit quelque chose, ce film? C'est un film des années 50, quoi. Puis tu sais, ça va à la vitesse des années 50 avec une réflexion profonde, mais c'est pas du tout émotionnel. En plus, c'est japonais, tout ça. C'est pas du tout émotionnel. Mais j'étais dit, purée, mais comme ça a changé le monde. Bon, tout ça pour dire, on risque la surconsommation civilisationnelle d'émotions. On risque l'emballement général. On risque l'affolement intérieur et extérieur. Puis, vous savez, ça tombe sous le sens. C'est comme pour l'estomac. Il y a une certaine géométrie des émotions. Il y a des réglages nécessaires en termes de qualité et de quantité. Par exemple, si tu manges trop, puis en même temps, si tu manges mal, vous voyez ce que je veux dire? En fait, les émotions, c'est pareil. Si tu carbures à l'émotion trop et mauvaise, ça te brouille, quoi, en gros. Donc, en gros, tout ça pour dire que les émotions, elles sont au service de la personne humaine quand elles sont circonscrites en temps, en intensité. Mais elles risquent une détériorisation de la qualité par gavage, quoi. Et c'est vrai que justement, on est en présence d'une situation émotionnelle qui a peine fortement à prendre du recul sur ce qu'est une émotion et puis quelle place elle doit prendre dans ma vie. Donc, un peu notre sujet, c'est ça, c'est au service de quoi doivent être
mes émotions, quoi. Ou est-ce que l'émotion doit être reine? Mais en même temps, vous êtes d'accord que l'émotion reine, on sent bien qu'un homme qui est que émotionnel, on connaît tous, vous savez, pardon, je parle des 68 arts parce qu'il y a un peu à côté comme ça. Puis c'est vrai qu'on connaît tous un peu le prototype 68 arts qui a vraiment vite tes émotions. Puis il y a un côté un peu, après ça, 60 ans, tout ça, il y a un peu une nostalgie parce que tu sens que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas parvenu au sommet de sa maturité. Alors, vous voyez, aujourd'hui, c'est encore plus ouf parce que avant, on avait besoin que maman, quand on était petit, maman nous racontait peut-être une histoire pour nous endormir. Mais aujourd'hui, à 30 ans, à 40 ans, on supporte plus son vide le soir, puis on a besoin d'une série Netflix pour s'endormir, d'une perfusion d'émotions qui me berce pour faire face à la réalité qui est jugée trop pénible. Moi, si je vous dis ça, c'est que j'entends vraiment des gens qui me disent « je ne peux pas m'endormir sans ma série Netflix ». Bon. Et du coup, on se berce d'émotions qui peuvent aussi devenir finalement des illusions existentielles. Là, je vous fais un peu la version apocalyptique de l'émotion, mais après, on va en parler de façon positive. Puis je vous cite un gars qui a fait vraiment un livre très intéressant. C'est Michel Lacroix, Le culte de l'émotion. Ça, j'ai marqué dans le résumé 2-3 références très simples. Et puis, ça, par exemple, lui, c'est Apocalypse Now Emotion, quoi. Et il dit, par exemple, les fictions télévisées ne sont la plupart du temps que d'ingénieux montages des produits taillés dans la matière émotionnelle, par la vertu d'un copier-coller analogue à celui des traitements de texte. Donc en gros, tu colles bout à bout des tas d'émotions, puis alors les personnes vivent des trucs comme ça, un peu, t'es là, tout d'un côté comme ça. En fait, c'est un peu une espèce de véhicule émotionnel qui simplement continue à entretenir un semblant de vie. Mais en fait, c'est pas la vraie vie. Bon. Alors, maintenant, attention, là j'ai commencé à brouiller un peu les pistes, à dire plein de trucs, mais on va commencer par 2 approches opposées. Première approche sur l'émotion. L'émotion n'est rien. Ce serait une possibilité philosophique. On ne doit pas l'écouter, par exemple, pour faire confiance uniquement à la raison, ou bien pour se barricader de choses en nous qui m'arriveraient inconsciemment. Vous savez que, par exemple, Freud, c'est le grand, on va dire, déterreur de l'inconscient, même si en fait il était quand même assez présent, mais passons, tout ça pour dire que, puis après, tout ce qui est un peu le surréalisme et tout ça, ça sort de Freud, c'est-à-dire on va exploiter l'inconscient pour voir qui on est. Ouais, l'inconscient c'est un truc, et donc la réaction à ça, c'est de dire, je rationalise tout comme ça, il n'y a rien qui m'arrive sans que je comprenne ce qui m'arrive, quoi. Voilà, ou bien par exemple la vie pleine conscience, vous savez, les trucs comme ça c'est tout un peu le truc sur mes émotions au loin, tout ça, ou bien on a discuté aussi il n'y a pas longtemps tout le bouddhisme occidental, ça veut dire tout me dépasse, je suis si lisse que plus rien ne m'atteint, je suis en une ataraxie, c'est l'absence de trouble, enfin c'est un peu ça quoi. Donc l'émotion n'est rien. Bon, je sais pas, en même temps Dieu nous a donné des émotions. Deuxième voie possible, je viens d'en parler, l'émotion est tout. On doit écouter toute émotion, on doit tout faire pour que toute émotion soit exprimée. On doit laisser les émotions guider notre vie. On en arrive à un certain narcissisme des émotions. Vous savez, il y avait un truc comme ça dans les années 80 qui avait commencé, c'était un peu une espèce de théorie du cri primal. Ça vous dit quelque chose ça ou pas? En gros, c'était une espèce de thérapie qui voulait en fait extraire, disons, de nous comme un espèce de cri peut-être de rage fondamentale, puis donc ils faisaient vraiment des expériences pratiques en criant, je sais pas quoi, parce que justement il fallait exprimer l'émotion jusqu'au bout. Je sais pas, en tout cas exprimer oui, mais je sais pas. Bon, bien sûr on sent bien que les deux approches que je viens de vous dire, tout ou rien, c'est pas viable, parce que d'un côté ou d'un autre, on rabaisse la personne humaine, c'est-à-dire soit on supprime son côté rationnel, soit on supprime son côté émotionnel. L'émotion qui est restée tellement prisonnière devient finalement pathogène, elle éclate en gestes irrationnels. Et ça se voyait dans l'ancien temps, typiquement beaucoup avec l'alcoolisme, c'était vraiment, tu mettais tout sous un couvercle, fallait bien que ça sorte d'une façon ou d'une autre, mais aujourd'hui, tu prends par exemple des gestes un peu fous comme des actes d'attentat qui sont absolument non calculés, tu sais pas d'où ça sort, c'est qu'il y a un truc qui est devenu pathogène à l'intérieur. Mais en même temps, bien sûr, l'émotion devenue reine, ça devient vite un tyran, puis la personne elle-même se retrouve prisonnière. Bon, quelque chose qui doit... Attends, qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, voilà. Déjà, quelque chose qui doit nous renseigner pour classifier correctement les émotions dans notre anthropologie, c'est le fait que les émotions
se trouve à cheval entre deux mondes, c'est-à-dire le monde purement physique, puis le monde purement spirituel. Et ça, par exemple, c'est un indice intéressant de voir comment les différentes écoles anthropologiques, quelles qu'elles soient, parce que par exemple, Freud, c'est une école anthropologique, on peut en dire ce qu'on veut, il y a du nihilisme, etc., mais c'est une école. Et bien, c'est de voir comment ces différentes écoles sont plutôt du côté du corps, par exemple, ceux qui pensent que l'homme n'est que neuronal, c'est le matérialisme, grosso modo, et des neurosciences, tout ça, machin, ou alors plutôt du côté de l'âme, et avec le risque également de la confusion, parce que l'émotion n'est pas que spirituelle. Bon. Alors voilà un début de définition. Donc là, bravo, courage, on commence à s'extraire de mon introduction. Un début de définition, c'est l'émotion est une information à la charnière entre l'endroit spirituel et l'endroit physique. Et attention, je vais décrire deux trucs qui vont se rencontrer, ça va faire une émotion. En nous, première chose, il y a un désir profond, un désir de vie. Et ce désir de vie est fait de toute une batterie de données qui vient d'abord, de notre animalité, et oui, parce qu'on a en nous un instinct de survie, nutrition, sécurité, tous ces trucs. Ensuite, de notre humanité, par exemple, tu vois, tous on est portés à faire le bien, ou bien on est portés à s'épanouir, on est portés à avoir des relations. Et finalement, venant de notre, j'appelle ça la personnalité, parce que la personnalité, c'est un peu le truc, on va dire, qui pourrait être psychologisant, mais notre personnalité, ça n'existe pas. C'est un néologisme, ça signifie ce qu'il y a en nous d'unique. Par exemple, Christian est vraiment Christian, quoi. Ou bien François est vraiment François. Donc, ces trois trucs ensemble, tout ça, c'est notre désir de vie, on va dire, il épouse ces trois trucs et ça donne en gros un désir de vie. Et puis ensuite, il y a ce que la vie propose, vous voyez, ce que le réel, en fait, ce dont le réel m'informe, ce qui est un peu extra-moi. Et puis, ça peut entrer, disons, en concurrence avec ce conglomérat du désir de vie, ou alors ça rentre dans les cases du désir de vie. Et le résultat immédiat de cette rencontre, donc la vie, et puis en fait moi, ça donne en fait une émotion. Par exemple, ça peut être, vous voyez un peu le truc ou bien je vais trop vite? Grosso modo. Par exemple, ça peut être une émotion de joie quand ma volonté profonde s'accomplit dans la vie extramentale. Par exemple, tu es venu à cette semaine, je fais des exemples vraiment basiques, mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Par exemple, tu es venu à cette semaine, puis tu es trop content de voir la montagne, et puis tu apprends que jeudi, on va faire une journée à la neige. Ça fait quoi? Ça fait ah ben voilà, émotion de joie, yes, comme ça. Ou alors par contre, ça peut être une tristesse si quelque chose s'accomplit pas que, on va dire, ton désir de vie un peu brut te disait. Ou bien par exemple, si le pronostic est mauvais, par exemple, tu as un désir mais le pronostic est mauvais, ça te fait un peu une peur ou une anxiété, quoi. Un truc un peu comme ça, pour dire de façon brute le truc, d'accord? Mais attention, et ça c'est vraiment très important, c'est que la vie ne s'arrête pas à cette rencontre. Et justement, ce qui est frappant dans notre civilisation, c'est que en fait, la rencontre de ces deux trucs et puis l'émotion, en fait, c'est à peu près le tout de l'anthropologie. Mais en fait, ça c'est simplement une vision animale de l'homme. Ça veut dire, tu peux t'arrêter et dire, ce que je ressens, c'est la vérité pure et simple. C'est ce qu'on a vu avec les slogans de ChatGPT au début. Sauf que c'est vrai qu'il ressent ça, c'est vrai qu'il ressent ces émotions, c'est authentique, mais est-ce la totalité de la réalité? Et surtout, est-ce que ça prend en compte le fait que la personne humaine, elle est fondamentalement dépassement, qu'elle est faite pour se transcender, pour progresser, pour arriver à sa plénitude? Et une fois encore, en faisant de nos émotions un tyran, tu risques de rester dans ta bulle. Je me souviens d'un film qui était marrant, c'était un film qui s'appelle L'île, c'est pas l'île, les Russes là, c'est une espèce de dystopie où en fait des gens, c'est un peu comme Matrix en fait, ils sont utilisés à des fins, je sais plus quelle fin, en fait ils sont dans une espèce de bulle façonnée par quelqu'un qui est, on va dire, mauvais, et puis en fait ils vivent une vie, mais qui leur paraît vraiment une vie humaine tout à fait normale. Et puis en fait il y a des psychiatres justement dans cette bulle, puis en fait les gens ils sont toujours mal, puis pourtant ils ont tout. Et puis en fait, à un moment dans le film, le psychiatre il dit « Mais au fond, qu'est-ce que vous voulez ?» Puis elle répond « Je sais pas, plus sain. » Mais c'est tellement vrai qu'au fond, on cherche plus. Puis c'est pour ça que justement, si tu t'arrêtes au fait que ta vie, elle correspond ou non à ce que tu projetais, avec l'émotion que ça donne, en fait, tu tiens pas compte de ce fait que nous sommes dépassement, qu'on est fait pour se transcender. Bon, toute la vie n'est pas là. C'est une émotion immédiate et involontaire qui a jailli. C'est le principe précis d'une émotion.
immédiat et involontaire. Mais par contre, chaque personne peut se positionner par rapport à cette émotion. Par exemple, si tu reprends cette idée de joie qu'on a entendue avant, tu peux revoir cette joie, faire mémoire et vivre de la gratitude. Ou alors, on peut voir qu'on a une tristesse et puis en même temps, on peut trouver des raisons d'espérer en voyant plus large. C'est-à-dire que tu peux bosser sur ta base émotion, tu peux bosser dessus. Ou alors, par exemple, tu peux dire, mais ma peur, elle est ridicule. Par exemple, j'ai peur des araignées. Ah, moi, j'ai pas peur des araignées, c'est juste pour un exemple. Puis après, tu peux un peu bosser là-dessus. Des fois, il y a des trucs, je sais pas quoi. Bon, il y a 1000 exemples. Là, c'est juste pour dire des trucs très basiques, quoi. Mais ce que ça signifie, au fond, c'est que on peut agir en face de la réaction qui est l'émotion. L'émotion, c'est fondamentalement une réaction. C'est-à-dire que tu n'es pas prisonnier de tes émotions. C'est pas une fatalité, tes émotions. On peut les éduquer, on peut les faire évoluer, on peut nous situer dans une certaine liberté par rapport à elles. Bien sûr, et c'est ça justement le point qui est difficile, c'est que tu peux pas contrôler directement tes émotions. Et comme on est dans un monde de l'immédiat, c'est là où c'est difficile en fait de passer au stade au-dessus. Tu peux pas contrôler directement tes émotions. Par contre, dans un processus, on va dire, indirect de conscientisation, puis de passage au fil de mon choix, elles peuvent évoluer peu à peu dans le sens que je désire profondément. Pour redire autrement ce que je viens de dire, qui me paraît important, c'est au fond, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que ma liberté existe face à, on va dire, mon tempérament fondamental? Ou au contraire, est-ce qu'on est simplement une animalité sur laquelle on ne peut pas travailler? Par exemple, des fois, tu vois une personne qui est fondamentalement colérique. Bon, c'est un donné du tempérament, c'est comme ça. Eh ben, elle va exploser dès que ça dépasse sa ligne rouge. Et puis des fois, tu entends des gens qui disent « Oui, mais je ne peux pas changer, je suis comme ça. » Non, c'est vrai qu'il ne peut pas changer directement. Mais par contre, avec, attention, le mot magique, du temps. Deuxième mot magique, avec de l'humilité. Oh de l'humilité. Ah, ouf, c'est pas l'humilité. Non, je rigole. Eh ben, tu peux peu à peu faire quelque chose. Si, par exemple, moi, dans ma vie, si je vous donne un exemple, c'est débile, mais par exemple, moi, j'ai toujours eu, on va dire, des émotions un peu trop hautes, un peu trop intenses par rapport, on va dire, à la norme sociale. Puis, j'ai eu beaucoup de difficultés de sociabilisation. Puis, à force que les gens me renvoyaient ça, puis vous voyez comme ils sont, par exemple, quand on est adolescent, tu te fais manger, quoi. C'est un peu la vie humaine qui est comme ça, quoi. Ou bien, des fois, par exemple, quand tu étais dans des trucs, puis que les gens ils te prenaient pour un fou, et que c'était arrivé après 1000 fois, en tout cas, c'était mon cas, peu à peu, tu conscientises que les gens te disent quelque chose sur ton émotion fondamentale. Puis peu à peu, moi, je me suis dit, mais pour eux, alors au début, je me suis un peu suradapté, c'est-à-dire que tu mets tout dedans, tu mets tout sous une carapace. Mais après, peu à peu, tu te dis, mais tout ça, ça pourrait être au service des autres. Mais donc, c'est-à-dire que à la fois, je dois être moi-même, puis à la fois, je dois un peu m'adapter aux autres. Puis l'espèce de gestion, doucement, ça commence à s'emboîter, puis à faire quelque chose de beau. Puis c'est pour dire que peu à peu, moi, vraiment, en tout cas, personnellement, c'est des victoires émotionnelles que j'ai vécues, parce que peu à peu, mais vraiment lentement, puis en me prenant quand même le mur pas mal de fois, quoi. Bon, voilà, c'est pour donner un exemple. Mais c'est juste pour dire que mes émotions existent à côté de ma liberté. Autrement dit, le monde n'est pas uniquement émotionnel. Nous ne sommes pas guidés ça et là par une espèce de berger fou qui m'est inconscient et inconnu. On n'est pas guidé par une espèce d'immense supra-instinct dont je serais prisonnier. Parce que beaucoup de philosophie et beaucoup de psychologie disent exactement ça. J'aimerais juste dire que vraiment, nous sommes libres d'agir dans notre vie. On a une certaine marge à côté du dispositif qui nous constitue. C'est sûr que si je vous dis une marge, des fois, bon, je quantifie, mais ça veut rien dire. Des fois, tu n'as que 5% de marge. Mais ça veut dire que tu as une marge. Puis des fois, comme on est orgueilleux, on veut 100% de marge, et on n'a pas 100% de marge, ah ben alors je ne bouge pas dans ma vie. Ben non, fais les 5% que tu peux. Et vous voyez, il faut beaucoup d'humilité. C'est super lourd. Voilà. Donc, on a ce dispositif qui est en nous, qu'on ne peut pas changer directement, qui agit, réagit directement selon ce qui lui est coutumier et pour lequel il est, ma foi, programmé, les émotions. Mais il y a un lieu à côté, un lieu de liberté, où je peux sûrement m'exprimer afin que cet appareil émotif, que ce dispositif devienne moi, vous voyez, devienne moi, d'une certaine façon. Par exemple, je prends un exemple assez nul, une analogie vraiment nulle, enfin moi je la trouve bon, mais vous voyez, si un rouleau compresseur, il est programmé pour rouler à 10 km/h, vous voyez, ça, c'est lourd un rouleau compresseur, on peut s'installer aux commandes et puis couper l'arrivée d'essence, mais
C'est sûr que le rouleau compresseur, c'est très lourd, ça ne s'arrêtera pas tout de suite, mais à la longue, mon influence va se faire sentir. Et c'est justement ce que j'essaye de dire à propos de nos émotions. C'est que tu es dans une espèce de... Il y a une espèce de spirale dans ce jeu-là. D'abord, tu vis l'émotion pure. Simple en tant qu'enfant. Tu n'as qu'à faire un peu du temps avec vos neveux, nièces, ou je sais pas quoi. Tu sais, dès que c'est l'émotion pure et simple, quoi. C'est impressionnant. C'est la boule de désir qui rencontre le monde qui n'est pas tout à fait comme bébé, quoi. Ou bien, c'est l'émotion pure, c'est tout à fait normal, c'est génial. Puis après, on apprend, comme elle dit maman, à gérer nos émotions. Surtout, on entend par là qu'il faut les conscientiser. Tu n'as pas eu le Nutella, tu as une colère. Mais ta colère n'est pas tout pour moi, mon fils. Tu vois un peu le truc, quoi. Voilà. Et puis après, on apprend éventuellement, attention, un mot terrible. Est-ce que vous êtes prêts? On prend une respiration ventrale. On apprend à frustrer ses émotions. Ça, c'est vraiment un point très difficile pour notre chère civilisation. En tout cas, on apprend à ne pas les rendre absolus en nous. Et puis arrive un jour, quand même, on va se donner de l'espérance, arrive un jour où cette même émotion de départ vient, et puis je peux entièrement en être maître, en utilisant la belle force de vie pour advenir de plus en plus, comme par exemple un judoka qui a fait 1000 chutes, et qui pourra avoir répété tant de fois ces chutes, qu'à présent il parvient à faire de cette chute une espèce de trampoline pour, je sais pas moi, propulser son adversaire dans les gradins, ou bien comme au catch, quoi. C'est des... Pardon, du calme, voilà. Comme ils disent des fois, les conseillers spirituels, ils disent, vous savez, ouais, mais je fais toujours le même PG. Je sais pas combien de fois j'ai entendu ça. Vous êtes d'accord, hein? Bon, on est entre nous. Je fais toujours le même PG. Eh ben, il dit, on ne chute jamais de la même façon. Putain, t'as toujours l'impression que c'est le même PG, mais en fait, à force, tu chutes, ça creuse un truc en toi jusqu'au jour... ça devient trampoline, ça devient vie. Puis vous voyez, pour les émotions, c'est pareil. Puis du coup, c'est une question de spirale. Parce qu'en fait, on n'est jamais sans mouvement. On est toujours dans une spirale. Puis donc, voilà. Ouais. Donc, dans ce que tu dis, nos émotions, on ne peut pas les changer directement. Mais par contre, nos actes par rapport à l'émotion, on n'est peut-être pas maître de tous nos premiers mouvements, mais il y a quand même, par contre, on peut choisir de suivre l'émotion ou pas. Victor Frankl, il appelle justement ça la liberté d'opposition. Je sais plus. C'est vrai que ce que la parole on a la capacité de dire je veux lui fracasser la tête, mais non, je ne vais pas le faire. Tout à fait. Donc, quand je parle de la spirale... cette quatrième place... Complètement. Alors, là, c'est vrai que je parlais de la spirale, on va dire dans notre anthropologie, on va dire sur les années. Mais de fait, devant un objet, c'est évident que tu peux déjà faire bouger ta liberté, c'est évident. Et tout à l'heure, justement, je ne vous ai pas donné, mais je vous donnerai justement une espèce de petit schéma que j'ai fait où on voit qu'il y a une espèce de cursus où il y a un sujet, il y a l'objet, il y a une émotion. Et puis d'abord, il y a l'émotion qui est une réaction. Parce que même quand tu vois la quatrième glace en tant que fantasme dans ton esprit, tu as déjà une émotion involontaire. Et puis après, tu peux te positionner dans ta liberté. Et puis peu à peu, ça informe de plus en plus le sujet que tu es. En gros, c'est ça un peu le circuit. Ouais. Moi, j'avais trouvé intéressant de juste différencier ce qu'est une émotion, un sentiment et un désir. Ah, d'accord, ok. Là, j'ai un peu tout pris comme une espèce de tout pour dire quelque chose d'assez général. Et c'est vrai que j'allais me perdre dans le topo, à commencer par parler du désir. Par contre, je te dirais que un sentiment, c'est un terme assez compliqué. Tu pourrais l'identifier à l'émotion, si tu prends le sentiment brut, mais par exemple, quand on dit j'ai le sentiment que... Là, on touche déjà un peu plus à la conscience morale, c'est difficile comme question. Ouais. Bon, en tout cas, dans le domaine psychologique, la manière dont c'est défini, c'est l'émotion, c'est quelque chose qui émane de soi. En fait. Brut, quoi. C'est une émanation d'un constructif personnel, un sentiment, c'est quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, c'est un stimuli en fait, qui vient éveiller une émotion. Et puis le désir, c'est vraiment l'implication en fait, volontaire d'une émotion qui s'applique dans le réel. Oui, c'est ça, d'accord. Ah ben de toute façon, par exemple, il y a si beaucoup... j'ai envie de frapper François, c'est pas une émotion. Alors, c'est vrai qu'il y a une question de nomenclature. Par exemple, moi, je pars de la philosophie classique,
Puis du coup, la psychologie, elle a repris des mots, mais à d'autres comptes. Oui. Après, on va pas se disputer pour une nomenclature. Oui. Non, mais c'est bien, oui, alors Hélène. On peut aussi prévenir. À force de se connaître, on peut, dans l'équilibre de la journée ou de notre vie, essayer de mettre en place nos petits rituels, qu'ils soient créatifs, avec la nature ou autre. Enfin, trouver un équilibre qui régule, j'allais dire, Complètement. naturellement, pour qu'on soit déjà moins l'esclave des émotions brûlantes, que ce C'est soit la magnifique. colère, la tristesse ou autre. Et justement, On les apprivoise petit à petit. complètement. Et c'est magnifique, ça veut dire que si par exemple tu as une tristesse brûlante, que peu à peu tu as conscientisé, après peu à peu tu arrives à faire des petits actes de liberté pour entraîner au bien. Puis, par exemple, il y a une personne dans cette maison qui vient de me dire un truc vraiment magnifique, mais ça m'a trop touché. Bon, quelques petits problèmes de bibine, quoi. Puis lui, il sait que le bar ferme à 3 heures. Donc il dit, je vais devant Jésus à 2 heures, jusqu'à 3 heures. Puis, tu vois, ça c'est un geste de vie vraiment magnifique, quoi. Ça, où il y a plein d'autres trucs, hein, mais c'est pareil. C'est par le corps et par des choses très concrètes qu'on peut peu à peu prendre une belle emprise sur nous et puis sur nos trucs aussi qui nous esclavagisent. Vraiment, je consonne tout à fait avec ce que tu dis. Ouais. Bon, est-ce que je continue encore un petit peu ou pas? Oui, alors, attention. Je dirais ceci encore, pour l'usage, c'est que, bien sûr, détecter, on va dire, ces émotions enfantines, colère, peur, tout ça, c'est un peu facile, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Mais par contre, je dirais un autre truc, c'est que c'est pas si simple. Tu parlais justement d'une tristesse brûlante au fond, je sais pas quand tu disais les choses, mais on va dire, une espèce d'émotion de fond, quelque chose qui est un peu sous-jacent ou inconscient. Par exemple, on parle d'émotion fondamentale, ou alors il y a d'autres expressions que j'ai trouvées, c'est sympa, c'est tonalité affective. Affect racine, ou bien dans un sens plus figuré, c'est la basse continue, ou bien le murmure intérieur, tout ça. Et vraiment, là, des fois, il faut quelques kilomètres de vie pour comprendre, par exemple, je sais pas moi, qu'on fait tout par peur. Mais quand t'es dedans, t'es dedans. Mais peu à peu que tu prends un peu du recul, tu te dis, mais bon sang. Et puis ça, des fois, c'est. Ou bien tu fais tout pour éviter telle chose. T'as tout construit ta vie pour éviter tel truc. C'est quoi ça? Ou bien toute ta vie, elle est construite autour de telle peur. Puis du coup, tu vois, cette peur, elle devient le centre de ton âme. En gros, elle devient ton Dieu. Mais non, une émotion qui devient Dieu, non. Ça, non. Il y a un peu le dépistage qu'il faut faire. C'est conscientiser le fond, c'est pas du tout si simple. Bon. Maintenant, on va faire un début de systématisation anthropologique. Donc on entre plutôt dans le spécifique, mais quand même je fais une introduction. Excusez-moi, j'ai vraiment l'obsession des introductions. Donc je fais une remarque préliminaire pour nous aider à regarder l'homme tout entier. J'aimerais d'abord dire cette chose, c'est que l'homme, la personne humaine, l'homme, c'est pas l'homme masculin, c'est la personne humaine, c'est une unité. Alors ça vous paraît vraiment complètement basique et vraiment, vous savez ce que c'est un lapalissade? Ça veut dire, tu dis, ça paraît vraiment, mais bien sûr, alors c'est confondant et honteux que je vous dise ça, mais justement, certains processus psychologiques, par exemple Freud, qui au fond systématise une bagarre, vous savez, le moi, le surmoi, le ça, c'est au fond des entités concurrentes, ou par exemple des rationalismes comme Kant et Descartes, ils tendent à séparer l'homme en deux sphères quasiment totalement distinctes. Et puis ce que je veux dire par l'homme est une unité, c'est que les différents aspects de la personne humaine, les émotions, la raison, je sais pas, plein de trucs comme ça, même s'ils paraissent être provisoirement en conflit, ils sont ordonnés pour se répondre et tendre ensemble vers la fin ultime de l'homme, qui est la béatitude, qui est la résurrection, qui est, on pourrait dire autrement, l'état de plénitude de chaque personne, ou le royaume des cieux. Quand vous vous souvenez un peu qu'au début de la Genèse, en tout cas on a vu au cours, en fait Dieu il sépare des trucs, tu sais, du chaos, il fait un cosmos, il sépare la terre de la mer, il sépare la nuit du jour, et c'est fait pour que ces éléments se répondent et fassent un tout ordonné. Et c'est pareil, nous, des fois des trucs qui paraissent concurrents en nous, en fait, ces instances, elles sont appelées à une certaine concurrence, ça veut dire courir ensemble, ok? Alors maintenant, qu'est-ce que l'âme humaine? Pour faire un bref résumé, excusez-moi pour ceux qui ont déjà eu ce topo 15 fois, l'âme, c'est on va dire, principe de vie, exactement, tout à fait. Par exemple, il y avait mon prof de philo, il disait un truc un peu macabre, mais ça peut aider pour comprendre. Il disait, quand vous avez un cadavre, vous avez tout le corps, quoi. C'est pas Laura qu'on va expliquer, quoi.
Et c'est quoi qui le différencie de moi? Qu'est-ce qui me différencie moi de mon cadavre? En fait, c'est que l'âme n'est plus là, quoi, en gros. L'âme, c'est le principe de vie, c'est ce qui anime. D'accord? Par exemple, les plantes, en ce sens très très générique, elles ont une âme. Les animaux, ils ont une âme, bien sûr pas une âme spirituelle, ok? Ouais. En fait, c'est vrai que quand on subit certains conflits intérieurs ou certaines émotions, c'est vrai que ça peut être, comment dire, plus stimulant, plus joyeux de se dire un petit peu, ce que tu as dit, c'est-à-dire, elles sont appelées à courir ensemble, c'est-à-dire comment, enfin, on se met plus dans la peau de l'acteur qui essaye de réorganiser plutôt que celui qui subit. Oui. Comment est-ce que je peux faire comme un défi, on va dire, de croissance intérieure pour être plus dans une dynamique positive? Oui. Comment je peux faire pour réharmoniser tout ça Exactement. petit à petit? En fait, dire que l'homme est une unité, enfin, à la fin, on sera une unité, c'est un acte d'espérance aussi. C'est ça. C'est dire, non, mais on est fait pour, voilà. Ouais, De passer exactement. de je subis à passer Ouais. de je crée autrement. Ouais. Comment je fais? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça va dans quelque chose de plus joyeux. Ouais, exactement. J'aime bien ta remarque. Donc, je reprends la systématisation de l'âme humaine. C'est en gros du Aristote. C'est que, on va dire, c'est pour découper, mais ça aide de découper. Après, en soi, c'est un tout. Mais c'est que tout en dessous, tu as l'âme végétative. Je vous donnerai un schéma après. Ou bien, est-ce que je vous donne après? Non. C'est pour ça que sans visuel, ça aide quand Ouais, même. alors c'est très bien. On va donner tout de suite le petit schéma. Alors en fait, il y a 2 feuilles. Regarde, faut que tu donnes ça, puis après, il faut que tu refasses un tour. Ok, voilà, quoi. Ouais. Tu peux donner comme ça, merci beaucoup. Désolé pour l'écologie, hein, le papier existait encore. Parce que j'ai des amis, ils ont des boîtes, des entreprises. Puis moi, je leur dis alors, parce qu'ils sont dans un truc, un working, comment ça s'appelle déjà les trucs? Un open, non, un coworking, voilà. Et puis je leur dis, mais alors pour les imprimantes, vous faites comment? Puis ils disent, je sais plus depuis combien de temps j'ai imprimé un papier. La dernière fois, il sait même pas si c'est du papier, le gars. T'as vu, il y a 2 feuilles en fait. Ouais. Et puis elle est en dessous, le truc, justement, c'est parce que j'ai fait direct print. Puis, donc, ouais. En plus, t'as pas fait recto verso. Hein? Comment tu dis? En plus, tu n'as pas fait recto verso. Non, justement, c'est ça, parce que j'ai fait direct printing. C'est la question des désastre écologique. Ah, Oh, c'est la honte, c'est la honte. faut confesser. Donc là, on prend le triangle, et pour vous la faire courte, c'est vraiment facile. On part depuis tout en bas. L'âme végétative, qui n'est pas du tout un terme négatif, c'est les fonctions intérieures de nutrition, reproduction, croissance. On a tout ça en nous, grosso modo. Ok, ça c'est l'âme végétative, c'est ce qui te fait bouger vers ces choses qui sont la vie. Ensuite, l'âme psychologique, c'est celle qui nous occupe précisément maintenant. La connaissance sensible externe, les 5 sens. Connaissance sensible interne, sens commun, mémoire, imagination, cogitative. Et la vie passionnelle, les émotions, c'est ce dont on vient de parler. Et ce dont nous allons finir de parler. Et puis au-dessus, et justement, c'est ça qui manque un peu à notre siècle, c'est qu'il y a un au-dessus, si jamais, l'intelligence et la volonté qui font en fait ce qu'on appelle l'âme spirituelle. Là, je précise qu'on est dans une nomenclature qui n'est pas forcément biblique, qui est plutôt la synthèse, on va dire, aristotélico-thomasienne. Aristote, saint Thomas d'Aquin, ça fait assez bien quoi. Thomiste, ouais, en plus, alors vraiment, pardon, je suis passé Germain Pratin encore, désolé. Bon, vous voyez un peu? C'est juste pour situer où on est quand on parle de ces émotions. Ouais. Juste, je veux dire que l'intelligence, Saint Thomas dit un appétit, mais dans le sens quelque chose qui tend vers la vérité et la volonté qui tend vers le bien. L'intelligence attend vers la vérité, la volonté vers le bien, c'est ça? Ouais, c'est ce qui en nous cherche la vérité, ce qui en nous cherche le bien. Ok, super. C'est vrai qu'aussi, ça c'est un autre côté. Bon, je fais une parenthèse, excusez-moi une fois encore, ce ne sera pas la dernière parenthèse. Hein. C'est que, tu sais, notre civilisation aussi, elle est vachement basée sur l'intelligence, tout ce qu'il vous faut savoir pour. Et puis, tu vois, par exemple, la civilisation technique, c'est tout basé sur le savoir, sur la connaissance, c'est assez gnostique finalement. Mais où est-ce que tu apprends à travailler ta volonté? Vous savez, parler du pas, c'est une chose. Conscientiser le pas, c'est une chose. Mais faire le pas, c'est encore toute autre chose. En fait, des écoles de volonté, c'est pas si facile. Hein. Tu vois, il y a YouTube, les tutos et tout, c'est génial, c'est super. Moi, je suis trop content le premier. Hein. En même temps, apprendre à faire un pas où c'est difficile, tu dois t'engager, bah ça justement, c'est où est-ce qu'il y a une école de la volonté aussi. Pas si simple. Hein. Bon.
Alors maintenant, en ce qui concerne les émotions, à proprement parler, je vous propose la systématisation de saint Thomas d'Aquin. C'est pas une simple liste comme d'autres nomenclatures, mais ça s'ordonne sur 3 critères qui sont assez intéressants pour s'auto-étudier. Par contre, bien sûr, je précise que c'est pas du tout l'unique façon de parler des émotions au sens spécifique, hein, parce que des fois, vous savez, on voit une énorme roue avec, je sais plus combien il y a d'émotions, là, dans la roue, 48 émotions. Ça vous dit quelque chose, ces trucs ou pas? Puis après, par exemple, chez Freud, tu as 2 émotions fondamentales, Eros, Thanatos, donc l'amour et la mort. Voilà, il y a toutes sortes de systématisations, et puis qui cèdent, hein. Moi, c'est pas pour dire du mal des autres trucs, mais là, moi, j'ai bien aimé parce que ça te met une bonne structure dans la tête, puis ça aide un peu à te situer. Bon. Et saint Thomas d'Aquin, il va trouver 11 passions ou 11 émotions, on va dire, fondamentales. Et il distingue avec 3 critères. Et les 3 critères, attends, est-ce que vous avez sur le papier? Je ne sais plus très bien comment c'est ce truc. Montre un petit peu. Ouais, ben, je pense que je vous les ai mis quelque part. Ben, je vous l'ai dit comme ça, puis vous essayez de... Ah ouais, génial, merci. C'est bon, ça c'est bien. Je vous ai mis ça où, tiens. Ah oui, voilà, c'est au début du chiffre 5. Tout d'abord, le siège de l'émotion. Est-ce le concupiscible ou l'irascible? Alors, c'est un peu des mots barbares pour nous aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il y a 2 sièges, je mets entre guillemets. C'est celui qui émet les émotions simples devant un objet donné et celui qui émet une émotion en tant que cet objet qui est devant moi, eh bien, il est difficile à atteindre ou à fuir. C'est genre un peu la distinction pulsion de base et puis stratégie de survie. Ou alors, on pourrait dire autrement, émotion de confort ou émotion de crise. Il faut que c'est la même émotion, mais vue sous un angle différent. Okay? Deuxième distinction, l'objet est-il perçu comme un bien ou est-il perçu comme un mal? Par exemple, la différence entre l'amour et la haine. Par exemple, si vous avez ce chat ici, je pense qu'entre Laura et moi, on percevra l'objet qui est devant nous de façon différente. Par exemple, Laura a une certaine propension vers ces objets poilus, alors que moi qui suis allergique, tout ça, voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment, et attention, là il faut faire gaffe, c'est une perception subjective du bien ou du mal. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou que c'est bien, c'est d'abord ce qui nous arrive directement en tant qu'émotion, ça me fait, ou ça me fait, oh, vous voyez, ça me ment ça, ok. Voilà. Ça, je peux passer. Et troisième distinction qui est un peu moins importante et qui est que valable dans l'irascible, c'est-à-dire dans les passions de lutte, un résultat est-il vu comme possible, comme impossible ou comme difficile à atteindre? Et tout ça, ça donne des émotions un peu différentes. Donc maintenant, j'en arrive au joli tableau là qui est écrit petit. Donc on a d'un côté au-dessus les passions du concupiscible ou passion de jouissance. Et d'abord, on a la réponse à un bien sensible, l'amour. Ça, c'est la réponse générale de l'appétit sensible à un bien sensible. Okay? Et vous avez le contraire en dessous, réponse à un mal sensible, comme je vous disais avec le chat, la haine. Contraire de l'amour, réponse générale de l'appétit sensible à un mal sensible. Puis après ça, le désir, c'est quand c'est pas encore là, il est absent. Ça veut dire, il fait super chaud, je suis dans la voiture et puis j'ai envie d'une glace. Mais alors j'ai le désir, voilà, c'est ça. Et puis par contre, au contraire, c'est un mal sensible absent. Et ben tu te dis non, ça va arriver, ça va faire ce truc, c'est l'aversion, ok? Et puis après, quand c'est présent, tu sais, quand tu es en train de manger ta glace, mais c'est un peu débile la glace, mais il y a des trucs beaucoup plus profonds, hein, parce que là, je prends des objets devant nous qui sont très simples. En fait, l'objet, ça peut être un truc très général de notre vie, une perspective de vie, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est là, je prends des objets vraiment basiques, mais c'est pour bien faire sentir. Donc, la joie ou le plaisir, réponse de l'appétit sensible à un bien sensible présent, ou douleur ou tristesse, c'est le contraire de la joie, réponse de l'appétit sensible à un mal sensible présent. Et puis tu vois, tu parlais d'une tristesse profonde, je ne sais plus comment tu as dit ça, tristesse brûlante, bah, c'est que, par exemple, la personne, elle est toujours face à un objet, mais qui peut être simplement un fantasme, hein, qui peut être simplement une projection sur la vie, et qui est toujours devant elle, et c'est un mal sensible présent. Après, est-ce un mal? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et du coup, entre le perçu et la vérité, il y a un travail à faire. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais. Mais peut-être, c'est vrai que c'est subjectif, et quand même, de base, les émotions, elles sont hyper importantes. Parce que par exemple, je me trouve, oui d'ailleurs, je vous déconseille de marcher sur le chemin de nos voisins à côté, parce qu'il a un chien. Qui parfois pince, bon bref.
Mais du coup, si le chien arrive sur moi, je vais le sentir comme un mal. Et en fait, tant mieux, quoi. Et que je me calme. Alors, c'est pas un mal en soi, c'est vrai. Mais il peut me faire mal et c'est bien où... Alors, tout à fait. Alors, vraiment, tu soulèves une question très intéressante. C'est que, finalement, dans un siècle tellement subjectif qu'il en devient subjectiviste, on peut être très tenté par l'objectivité pure et tout ça. Mais pour moi, en tout cas, de mon côté, puis ça m'arrange d'ailleurs aussi, j'aime beaucoup la subjectivité. Puis c'est pour dire que on a tellement de peine à être équilibré, puis à vivre une subjectivité qui soit belle, qui soit ordonnée, que ça ne tombe pas dans le fait de prendre ma subjectivité pour toute la vérité. C'est pour ça que là, je dis clairement, c'est subjectif, mais c'est pas négatif de dire que c'est subjectif, mais c'est à prendre dans son ordre. Oui. Ouais. En fait, il y a aussi l'émotion qu'on est sur le guidon, c'est-à-dire celles qui nous... des émotions quotidiennes qui nous atteignent. Et puis aussi peut-être un sentiment plus profond de conscience morale. La base continue. Qui peut, ouais, peut-être, ou qui peut générer des émotions, on va dire, régulatrices en même temps, plus profondes que tout ce qui nous attend au quotidien. Et c'est peut-être à ce niveau de cette conscience morale que si on met le curseur, du coup, déjà les émotions quotidiennes, elles sont plus... S'ordonnent. Oui, c'est ça, c'est un peu comme dans un paysage, au lieu de regarder, de focaliser sur l'arbre qui te fait quelque chose qui te blesse, tu regardes tout le paysage. Tout à fait. Du coup, ça réordonne et... Complètement. C'est d'ailleurs déjà dit dans le 3e chapitre de la Genèse, ou dans le 2e, c'est quand Dieu il a planté tout un jardin, et puis en fait, Ève, elle voit que l'arbre interdit. Ça devient vraiment un fantasme, ça devient le centre du jardin, tout ça. Et puis, alors qu'au fait, elle pouvait voir cette parole de Dieu sur l'arbre, en fonction de tout le jardin, effectivement, tout à fait. En fait, il parlait de la paix, de la joie, là, hier, Jean. Et c'est vrai que je pense que si on arrive à être en paix, en joie avec notre conscience morale, finalement, enfin, la base continue, et du coup, ça va, pour toutes les émotions autres, ça va donner une sorte de bouclier. Ou de teinte, peut-être. Oui, de teinte. Et c'est vrai que quand il a parlé de la paix et la joie, il ne faut pas le prendre, parce que là je parle du truc émotionnel, c'est-à-dire un peu superficiel, tu ressens la joie, la glace, je sais pas quoi. C'est vraiment au sens plus fondamental qu'il a parlé de ça. Ouais. Après, les émotions en elles-mêmes, il ne faut pas oublier que sur un plan purement fonctionnel, elles ont une utilité. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est ce que j'essaie de dire, puis que Sarah justement disait, effectivement, bien sûr, c'est une information. Merci Seigneur. Après, je veux dire, moi je ne suis pas en train de dire que, oh là, les émotions, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est juste que ça fait partie d'une espèce de tournus qui est en nous, puis d'une bonne intégration toute ma vie, complètement. C'est hyper positif, bien sûr. Et puis, tu t'imagines, tu n'aurais pas toutes ces émotions que je viens de dire, là, on a fait les 6 premières. Mais tu serais là, mais c'est quoi cette statue? C'est horrible, ouais. Oui, c'est ce que nous disait hier le père Jean pendant la messe, pendant son homélie. Il nous a parlé de ce témoignage de cet homme qui a fait le séminaire, qui pensait trouver sa voie et qui était malheureux. Donc il est allé dans un monastère, il a aussi été malheureux. Et finalement, après il a eu ce sacrement du mariage et il vit dans une pleine joie. Et l'émotion comme indicateur, comme outil. Peut-être, est-ce que ça peut être un outil de vocation? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre vie spirituelle? C'est une excellente question et je pense que Sarah va traiter de ça. Et si tu veux, pour commencer à débroussailler un peu la question, c'est que, on va dire, tu as des émotions superficielles. Par exemple, l'héroïne n'est pas ta vocation. Enfin, je prends vraiment l'exemple absolu et total, quoi. Mais par contre, tu as des émotions qui viennent de notre fond, comme tu disais un peu, de la conscience morale bien éclairée, bien ordonnée, puis qui disent une vérité. Justement, c'est ça un peu tout le truc subtil que j'essaye de dire, qui n'est pas facile à verbaliser. Hein. Mais oui, complètement, ouais. Alors, je reprends mon tableau, comme ça on arrive à clore notre première partie, qui est voilà, un peu plus longue que prévu. C'est ensuite les passions de lutte, l'irascible. Donc, réponse à un bien sensible en tant que difficile à atteindre. Par exemple, je sais pas moi, une perspective de vie. L'objet est difficile, mais possible à atteindre. L'espoir. L'objet semble impossible à atteindre. Le désespoir, c'est une passion à ce stade-là. C'est seulement une émotion. Ah non, alors là, justement pas. La différence entre l'espoir et l'espérance, c'est vraiment une super distinction. Bravo.
Et ensuite, pareil pour le mal sensible, sauf que le mal sensible peut être présent et difficile à éviter, et là, ça donne la colère. Donc, crainte, audace, colère. Donc, je répète avec le petit tableau qui est en dessous. Vous l'avez ou pas? Attends, ah non, vous l'avez pas? Si c'est sur la deuxième. Où est-ce qu'il est en encre invisible? Ah non, non, vous l'avez pas, le deuxième tableau. Ah putain, c'est bête. En gros, je reprends le concupiscible. L'objet vu comme bon, amour. L'objet bon m'attire, désir. Je l'ai, joie. Bien. L'objet est vu comme mauvais, haine. L'objet mauvais me révulse, aversion. Je le subis, tristesse. Ok? L'objet bon est difficile, mais possible à atteindre, espoir. L'objet bon est impossible à atteindre, désespoir. L'objet mauvais est menaçant, crainte. L'objet mauvais est menaçant, mais possible à éviter, audace. L'objet mauvais est la colère. Voilà. Et donc, je termine cette partie juste en prenant l'espèce de schéma là, avec les deux boules à gauche à droite. Vous le voyez? En gros, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Là, c'est pour parler de cette fameuse spirale. Nous sommes un sujet. Par exemple, Benoît est Benoît. Une personne avec toute son hérédité, son histoire, son enfance, son contexte familial, ses échecs, ses réussites, ses événements marquants, ce qu'on a vu un peu hier, vécu positif, vécu négatif, vertu acquise ou vice acquis, motivation et but profond. Tout ça. Ce sujet perçoit par les cinq sens, par l'imagination, par la mémoire. Vous voyez, parce que l'objet, on va dire psychologique, il est de différents types. C'est pas juste un objet physique comme le chat ou la glace. Mais ça peut être simplement un fantasme, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose comme ça. Eh bien, il perçoit un objet, chose, personne, événement intérieur, extérieur, perçu subjectivement comme un bien ou alors perçu subjectivement comme un mal. De cette rencontre naît, vous voyez, c'est la flèche qui est en dessous, une réaction émotive, involontaire et neutre à ce stade. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'une fois encore, les émotions, c'est pas un péché, quoi. Par pitié, quoi. Mais ça dépend après comment on bouge dedans, quoi. Voilà. Travail de jugement, parole de Dieu, objectivité réelle. Et ça, c'est le travail plutôt de l'intelligence. Puis ensuite, positionnement personnel, là, c'est plutôt le travail de la volonté. Selon ce que me dit la parole de Dieu, selon ce que me dit le réel, selon ce que me dit l'objectivité, je choisis de faire cela de cette émotion. Et puis, du coup, vous voyez la flèche en pointillé qui vient en fait nourrir le sujet que je suis. Puis peu à peu, le sujet, la personne se construit. Ok ? Voilà.